Ce qu'on connaît communément, c'est l'enlèvement de matière, l'usinage avec les moyens de fabrication classiques. Ce que j'avais envie de faire, c'est de vous montrer un peu l'évolution de ces techniques et d'aller de l'usinage justement à la fabrication additive métallique. Ok. Alors, je me représente quand même, Ismaël. Donc, j'ai 42 ans cette année et je suis au laboratoire depuis 2007. Service fabrication mécanique, donc l'atelier de fabrication mécanique et dernièrement un petit peu autour de l'impression 3D. Je vais présenter le service rapidement. Hein. Donc, on a un ingénieur en bureau d'études, Stéphane, qui est là pour concevoir toutes les manips pour les chercheurs. Donc, vous soumettez vos demandes et lui, il les met en exécution, entre guillemets, avec des logiciels et il nous amène le travail pour qu'on puisse réaliser vos instruments scientifiques. Il y a également trois techniciens en fabrication mécanique, dont un responsable d'atelier, Fabrice. Et donc, on utilise les machines à commande numérique et conventionnelles, tout ça pour les manips. Alors, où sommes-nous? Une toute petite vidéo rapide en partant d'ici. Donc, vous allez traverser le hall rapidement. Euh, vous ne pourrez pas dire que vous ne savez pas où on est, ça c'est sûr. Donc, vous avez le bâtiment technique avec le liquéfacteur. Donc, vous aurez reconnu Stéphane. Donc, averse, liquéfacteur. Là, vous avez l'espace avec les commandes numériques. Donc, la nouvelle fraiseuse, le tour numérique, la micro-CN. Vous avez l'espace avec les machines conventionnelles, avec le magasin matière également. Ensuite, vous avez accès un peu plus haut au bureau. Donc, là où on a nos PC justement pour utiliser les logiciels de fabrication assistée par ordinateur qui nous permettent de communiquer avec nos CN. Donc voilà, vous savez où nous nous trouvons. Il y a des effets spéciaux, attention, je vous préviens. D'accord. C'était une présentation rapide où nous situer, parce que c'est vrai qu'on est à l'écart du bâtiment, donc c'est bien de nous situer quand même. Je vais refaire une petite frise rapide sur l'évolution des technologies et des techniques. Euh, on va très loin, hein. 3500 avant Jésus-Christ, donc les tours à bois. Un peu plus tard, vous avez les tours de tilleur qui servaient à concevoir, enfin à fabriquer d'autres machines, des tracteurs, des choses comme ça. Ensuite, vous avez les fraiseuses conventionnelles qui arrivent aux environs de 1900, mais c'est un peu avant en réalité. Il y a eu la numérisation qui a commencé à arriver dans les années 50-60 avec les premières fraiseuses à commande numérique. Et dernièrement, l'impression 3D. J'ai mis 1980 parce que c'est la date des premiers brevets. Mais l'impression, comme on la voit aujourd'hui, c'est plutôt 15-20 ans. J'ai mis le petit dino là, vous voyez, le petit gif là. Euh, il est vaillant parce qu'avec très peu de moyens, on était capable de faire des choses vraiment très complexes. Et vous voyez là le petit dino vert, en réalité, il fait les mêmes choses avec un peu plus de facilité grâce à la technologie, mais je pense qu'il y a quand même du mérite dans les anciennes générations. Euh, Juste pour le procédé, parce que ça, c'est des notions qu'il faut quand même cerner. Donc, on fait de l'enlèvement de matière à partir d'un matériau, excusez-moi, à partir d'un matériau quelconque. Ça peut être du plastique, ça peut être du métal. Par tournage, donc c'est de l'enlèvement de matière. Vous avez la pièce que vous voyez en orange qui est fixe, qui est en mouvement, je vais dire, et ça, ce qui est fixe, donc vous avez l'enlèvement de matière avec le copeau. Par fraisage, donc c'est le contraire. C'est l'outil de fraisage qui est en rotation et la matière qui est fixe.
Et là, vous voyez, je vais mettre une petite vidéo en illustration. Là, vous voyez ce qui part, en fait, c'est des petits copeaux, donc c'est l'enlèvement de matière. Là, le principe, il est assez simple. Donc, c'est un outil qui est beaucoup plus dur que le matériau que vous voulez travailler et vous façonnez la forme que vous voulez en enlevant la matière, tout simplement. Alors, il y a encore quelques années, si je disais je vais imprimer une main, ça ne pouvait être que ça, entre guillemets. Donc, c'est l'impression classique sur du papier avec une imprimante classique. Et depuis quelques temps, si je répète la même phrase, je vais imprimer une main, on est capable d'arriver à ce genre de résultat. Donc là, vous voyez, c'est l'imprimante qu'on a à l'atelier. Donc, vous voyez la buse, elle dépose du fil fondu, couche par couche. Et cette manière-là, vous allez créer votre objet 3D. Donc là, c'est une main, donc c'est la chose dans la famille Adams. Vous voyez le modèle qui est juste posé à côté de l'imprimante, qui est d'ailleurs en train de tourner. Euh, Ça, ce modèle-là, je vais revenir un petit peu après. Pourquoi j'ai imprimé ce modèle-là? Il y a des raisons un peu techniques. Ce n'est pas que du ludique. Je vais revenir sur le principe quand même de l'impression, que ça soit très clair, pour que ça soit plus clair. Donc, vous avez un fil. Donc, la bobine, vous la voyez là sur l'imprimante. Elle est entraînée par deux roues dentées qui vont la pousser dans un corps de chauffe qui chauffe. Pour ce matériau-là, c'est à peu près 200 degrés. Vous avez la buse et donc le fil fondu qui va se déposer. Donc, l'animation, je vais vous la lancer rapidement. Donc, le principe, c'est ça, tout simplement. Vous voyez la petite table qui descend. Et vous allez, en générant des trajectoires, vous allez créer votre objet 3D, tout simplement. Là, il manque juste un détail sur cette illustration, c'est que là, on entend un petit peu le bruit de l'imprimante. Quand vous déposez le fil, donc il y a un petit ventilateur qui va venir refroidir le fil instantanément, parce que sinon, ça vous donnerait une flaque de fil fondu, donc ça n'aurait pas un grand intérêt. Donc là, dans l'illustration, là, juste au niveau de la buse, là, vous voyez en noir, donc il y a souvent un petit ventilo qui va venir souffler directement sur le fil pour le solidifier directement. Alors là, les matériaux qu'on a développés, qu'on a validés, entre guillemets, à l'atelier avec nos deux imprimantes, ce sont des matériaux classiques, hein, donc ce sont les plus communément utilisés. Je ne rentre pas dans les acronymes, hein, je ne vais pas vous bassiner avec les acronymes, mais l'ASA, le PLA Pro, donc le nylon chargé en fibre de carbone, qui est intéressant pour obtenir de la dureté dans les matériaux. Le TPU, donc c'est plutôt souple. On va pouvoir faire des cylindres blocs ou des choses qui absorbent les chocs. Sur la gamme du bas, ce sont les bobines qui sont chargées en poudre métallique. Donc, vous avez du PLA euh, avec du métal, donc qui est magnétique. Le filament de cuivre à 90% de métal, donc 10% de plastique. On a l'inox 316L, 87% de métal, et le PLA avec du cuivre. Je vais développer un petit peu, c'est surtout celui-là, le cuivre. On va y revenir juste après. Quelques exemples de réalisation, hormis les modèles qui nous ont servi à prendre un peu l'habitude et prendre la main sur les imprimantes. Donc avec Stéphane, enfin, il a eu l'idée et l'envie de développer ce genre de petite structure. Là, vous voyez, c'est un espèce d'échafaudage. Donc en gros, là, sur une structure comme ça, qui est très ouvragée et qui est très légère, on peut poser une charge. On n'a pas encore évalué, mais on peut dépasser, je pense, les 200, 300 kilos facilement. Euh, Ça, c'est un exemple de pièce pour le labo. C'était pour Sandrine Mario, c'est un petit réservoir avec des canaux à l'intérieur. Donc, ce sont des pièces qu'on n'est pas capable d'obtenir par d'autres moyens de réalisation pour l'instant, parce qu'il y a des canaux intérieurs, donc on ne peut pas accéder. Donc, à la main, là. Là, il y a un petit penseur. En fait, le penseur, je m'en suis servi, là, il est sur la table, pour voir de quoi on est capable en termes de texture et dans les angles. Il y a beaucoup d'angles, là, quasiment tous les angles possibles. Il y a même des passages à vide à certains endroits et voir si l'imprimante est capable de pouvoir imprimer ce genre de modèle.
Bon, ça, c'est des petits modèles facettisés Orlinski. Et là, c'est une pieuvre, The Rock de pieuvre, qui est juste là. C'était juste pour voir à quel point on peut faire ce genre de choses d'un seul tenant. Donc, vous pouvez même faire passer les modèles si ça vous intéresse. Sur la petite vidéo qui est juste là, donc, on a une petite contrainte qu'on a voulu essayer justement avec Stéphane aussi pour pouvoir faire plus de pièces un peu plus complexes. Donc ça, c'est de l'impression, mais sans support. Ça veut dire que vous voyez, le fil se soutient lui-même. Il n'a pas besoin d'être soutenu derrière, enfin, par en dessous, par de la matière ou par du support. Parce que le problème des supports, c'est quand vous imprimez, pour les retirer, des fois, vous détruisez votre pièce, donc ce n'est pas très intéressant. Donc nous, on essaie de développer au maximum. Toutes les pièces que vous voyez, elles ont été faites sans support. Il n'y a aucune pièce qui a nécessité du support. Donc ça fait que dès que vous avez fini votre impression, vous êtes capable d'utiliser votre pièce instantanément sans post-traitement. Là, d'autres exemples, mais c'est des pièces qui sont sur des manips actuellement au labo. Donc ça, c'est pour l'étude des oxydes de fer pour Eric Raspo. Donc c'est des pièces 100% en plastique parce qu'il y a deux bobines de cuivre qui génèrent un champ magnétique, donc il ne fallait pas de métal. Ça, c'est un petit échafaudage pour David Le Bodoc, pour l'UTES. Et ça, c'est pareil. Ah, anciennement, on les faisait en métal. Et on s'est rendu compte qu'on est capable de faire ce genre de pièces qui vont remplir la même fonction sans utiliser le métal. Cette pièce-là, donc, c'est pour Joao Sampaio. Il met des gros aimants avec une caméra. En fait, le problème, cette pièce-là qui est déjà existante a été faite au labo, mais en résine. Et avec le temps, la résine, en fait, elle casse avec la force des aimants. Et donc, on a reproduit cette pièce-là, on l'a redessinée, et elle est faite en fibre de carbone et elle tient largement. Euh, L'autre avantage de cette techno, c'est la surveillance à distance. Donc, pour le modèle, justement, la pieuvre, là, donc c'est l'acteur Dwayne Johnson imprimé en pieuvre. C'est une impression qui dure, je crois que c'était une vingtaine d'heures. Donc, quand vous la lancez, c'est bien de pouvoir savoir où vous en êtes pour éviter les problèmes. Donc, ça, c'est dans la journée au labo. Donc, on l'a lancé dans la journée. Ensuite, vous voyez là, donc là, ça c'est chez moi, hein. Donc, on peut faire du multitâche, hein. On peut s'occuper du bébé en même temps, jouer et surveiller ce qui se passe à l'arrière. On fait un peu des bêtises, mais bon, ça, c'est un autre sujet. Et donc, pareil, là, c'est à 20h30 et surveillance toujours. En même temps, elle fait son concert, donc je peux surveiller et suivre son concert en même temps. On va comparer quand même les deux technologies sur un modèle un petit peu plus complexe. Donc, j'ai pris un visage, là, les deux modèles sont sur la table, vous pourrez voir après. Voir réellement ce qu'on peut gagner entre les deux technologies et si c'est vraiment viable. Donc là, j'ai une petite vidéo avec un comparatif. Je vous mets les temps, on va en discuter un petit peu. Euh, alors, l'interface que vous voyez, donc c'est notre logiciel de fabrication assisté par ordinateur, Esprit. Donc, il va générer les trajectoires automatiquement, entre guillemets. Bon, on doit rentrer pas mal de paramètres, mais c'est un outil d'assistance qui nous permet de générer toutes ces trajectoires automatiquement. Donc, vous voyez les temps quand même de programmation, c'est 35 minutes. Préparation de la matière et des matériaux, on en a pour 3h30 parce que j'ai fait dans des matériaux un peu différents. L'usinage, 4h30 et le post-traitement pour ébavurer, enlever les bavures, nettoyer un petit peu. Donc, c'est à peu près 20 minutes. Donc là, j'ai accéléré beaucoup la vidéo, mais rien que la simulation, c'était 9 minutes 30 trajectoire. Donc là, vous voyez un outil qui est en train de balayer pour venir lisser la surface. Donc, c'est une fraise avec un embout hémisphérique. Donc, c'est ce qu'on appelle une fraise boule. Et elle va venir lisser et polisser toute la surface pour avoir une surface le plus nette possible. Donc, ça, c'est la partie simulation. Je vais passer un petit peu plus vite. Donc, ça, c'est dans la mise en machine avec le palpeur 3D pour positionner. Donc, on a une première phase d'ébauche avec une fraise qui va venir balayer un peu grossièrement la matière. Donc, c'est vraiment de l'ébauche. À ce moment-là, j'ai accéléré un petit peu parce que c'est un peu long.
Donc, ça va se rapprocher de la forme que l'on souhaite obtenir à la fin de l'usinage. Donc là, j'ai pris un peu les étapes pour que vous vous rendiez compte. Donc là, c'est vraiment la partie un peu grossière. On va balayer un petit peu toute la matière. Ensuite, je vais venir faire justement la finition avec la fraise hémisphérique. Vous voyez, donc ça reproduit exactement la même stratégie que dans le logiciel de fabrication assistée par ordinateur. Donc ça nous aide beaucoup. Euh, Là, c'est en train de balayer à 45 degrés. C'est juste pour avoir un bel état de surface, entre guillemets. Donc le post-traitement, je ne l'ai pas mis dans la vidéo, mais il faut enlever les petits morceaux de matière qui restent autour, etc., etc. Et bavurer, nettoyer, etc. Donc je mets à peu près le temps, donc ça donne un temps total qui est quand même assez conséquent, mais là, j'ai voulu faire du bimatériau parce que cette option-là n'est pas encore possible avec l'impression 3D. Donc là, c'est vraiment quelque chose qui est spécifique à l'usinage. Vous pouvez imbriquer des morceaux de matière différents dans des couleurs différentes, des matériaux complètement différents et pouvoir usiner et faire ce que vous voulez avec. Donc la comparaison avec l'impression 3D, ce qui est notable, ce sont les temps de préparation. Vous avez quasiment rien à faire, hein, l'imprimante. Vous mettez la bobine, vous la chargez. La programmation avec le logiciel, c'est très, très, très rapide. Le temps d'impression, il est un peu long parce qu'il y a quand même du détail, 4h53. Et aucun post-traitement. Dès que l'imprimante finit, la pièce est disponible. Bon, ce n'est pas une pièce fonctionnelle, là, c'est vraiment comment dirais-je, du ludique, entre guillemets, mais ça vous donne une idée de ce qu'on est capable de faire avec ces deux technos. Je voulais aborder en fait un sujet qui peut intéresser pas mal de monde, je pense, au labo. C'est l'impression métallique, mais avec le cuivre. Donc là, vous voyez les pièces qui sont là. Donc c'est les plus petites, ce sont les premiers tests. Je vous ai pas mis tous les loupés, hein, parce que j'ai une poubelle remplie de loupés. Bon, ça, voilà, c'est recherche et développement. Celle-là, c'est l'une des dernières qu'on a voulu essayer avec Stéphane. Donc c'est une structure un peu plus complexe. Et donc, on va justement voir le process pour arriver à ce genre de pièces en cuivre avec une imprimante de ce style-là. Donc, comment imprimer du cuivre par dépôt de fil fondu? Euh, la technologie qui est le plus communément utilisée pour faire du métal, alors vous avez de la poudre métallique et vous avez un laser qui va venir fondre les parties de manière sélective. Ça, c'est des technos qui sont un peu problématiques en termes d'hygiène et sécurité parce que les poudres métalliques, il y a des nanoparticules qui se baladent dans l'air, donc c'est pas très healthy, on va dire, et c'est un peu compliqué à mettre en œuvre. Et donc, moi, j'ai plutôt sélectionné cette technologie-là, même si elle en est vraiment qu'au début. J'ai voulu voir ce qu'on est capable de faire quand même avec ce genre de techno. Donc, comment imprimer du cuivre? C'est choisir la bonne imprimante avec une tête d'impression adaptée. Elles ne sont pas toutes capables de le faire parce que la poudre métallique qui est contenue dans le fil peut poser pas mal de problèmes d'obstruction, en l'occurrence. Trouver un filament suffisamment chargé en poudre métallique, donc c'est le cas, c'est le filament chargé à 90% de métal que je vous ai montré tout à l'heure, et avec 10% de liant. Le liant, c'est du PLA, c'est du plastique classique, et avoir la possibilité de délianter, friter les pièces imprimées avec un four de fritage. Donc ça, c'est un sujet, le fritage. L'impression, ça a été un peu compliqué, mais on a réussi à imprimer les pièces. Mais le fritage, il nous faut un four adapté, il faut un four qu'on peut un petit peu polluer parce qu'on brûle quand même du plastique. Et enfin, je remercie d'ailleurs Véronique Brouillet de m'avoir gentiment prêté son four pour faire tous mes essais. Et donc, ce processus-là, je vais rentrer un peu plus en détail dedans, parce que c'est vraiment la clé de la réussite de ce genre de pièces. Et sans ça, en fait, on ne peut pas obtenir de pièces 100% métalliques. Donc, on a une petite vidéo justement du process complet. Donc, on a l'impression du petit modèle hein, sur cette imprimante-là, parce qu'on a deux imprimantes. Euh, Vous avez le modèle, là, Emmanuel va vous le faire passer. Donc, la pièce qui est sortie d'impression, on appelle ça une pièce verte parce qu'elle n'est pas encore traitée. Donc, ce n'est pas une pièce qui est viable, et elle n'est pas
Elle n'est pas 100% métallique. Là, pour l'instant, il y a encore du plastique dedans. Ce qu'il faut faire, c'est la délianter. Délianter, c'est enlever le liant. Le liant, c'est 10% de plastique qui nous permet justement d'imprimer le cuivre. Parce que la température de fusion du cuivre, c'est à peu près 1050 degrés sur ce cuivre-là. Donc, on ne peut pas faire ça avec une imprimante, donc c'est impossible. Ce qui nous permet de l'imprimer, c'est de rajouter du plastique dedans, donc de créer une bobine et de l'imprimer comme du plastique classique. Donc, le déliantage dans un four ouvert, hein, dans un four classique, il faut monter jusqu'à 482 degrés avec des paliers de 55 degrés par heure et un maintien à température pendant 5 heures. Donc, c'est des processus quand même qui sont quand même assez longs et ça nous permet d'enlever tout le plastique et de ne garder que le cuivre. Ensuite, pour avoir une pièce 100% métallique, il faut consolider un petit peu la matière et se rapprocher des températures de fusion du matériau. Donc. Et le constructeur enfin le producteur de la bobine préconise de monter à 1052 degrés, très précisément, avec des rampes à 111 degrés par heure et de maintenir pendant 6 heures. Donc, ça vous donne la pièce qui est fritée là, 100% métallique. Il y a encore de la poudre de céramique qui est autour parce que la céramique vous permet, pendant le processus de fritage, d'éviter que la pièce s'effondre sur elle-même. Donc, c'est un peu du maintien. Et ensuite, il y a un post-traitement, donc c'est du microbillage qui vous donne une pièce qui a un aspect un petit peu plus joli que celle avec la céramique. Et donc, c'est une pièce, entre guillemets, 100% métallique et fonctionnelle dans l'application. Alors, il y a un autre sujet autour de la 3D, c'est comment récupérer des formes d'un objet complexe sans avoir à passer sur SolidWorks et avoir à redessiner des pièces un peu compliquées. Ça, on n'est pas tous capables de le faire, c'est un peu délicat. Je vous montre un petit peu. Donc, il y a un site internet qui est ouvert. Vous téléchargez votre photo. Bon, là, je vais prendre un modèle, c'est un illustre inconnu. Vous avez chaud ou froid. Donc, je ne rentre pas trop dans les détails du calcul. Après, vous avez des paramètres sur plus c'est foncé, plus c'est profond. Donc, ça vous donne une profondeur. Et quand vous créez votre 3D, il vous donne un modèle que vous pouvez imprimer directement. Donc ça, c'est une solution, j'aime bien parce que c'est gratuit. Donc ça, c'est très bien. Et vous pouvez vraiment faire tout ce que vous voulez après pour avoir plus de détails. Là, je l'ai laissé tel quel. C'est un peu profond en termes de profondeur, là. Entre son nez et l'arrière de sa tête, qui a peut-être 60 mm, c'est un peu beaucoup. Et ça, vous pouvez jouer sur les paramètres en changeant juste les coordonnées, etc. Donc ça, c'est très bien pour créer des objets rapidement, c'est pas mal. Sachant que si l'échelle ne vous plaît pas, vous pouvez réduire l'échelle, vous pouvez l'agrandir, vous pouvez faire ce que vous voulez derrière en post-traitement. Donc ça, c'est une première solution. Ensuite, il y a le scanner 3D. Ça, beaucoup de gens ont entendu parler. On a eu la chance que nos collègues de l'ISMO aient un scanner assez performant. Donc, je les remercie pour leur aide à ce niveau-là. Donc, je vais vous montrer un peu le principe de l'acquisition 3D avec un scanner. Donc, c'est avec Jérôme Guigan, le responsable de l'atelier de l'ISMO. Il m'a gentiment fait une petite formation d'une heure. Donc, j'ai repris le modèle du visage 3D que j'ai imprimé et voir ce qu'on est capable d'obtenir avec ce scanner. Donc, là, le principe, donc, vous voyez les petites pastilles, bon, c'est des positionnements dans l'espace. Vous faites plusieurs scans que vous allez venir fusionner. Donc, Jérôme m'a expliqué un peu le principe, il m'a montré, il a pris le temps de me montrer en direct. Là, il y a trois positions différentes et vous allez fusionner tous les scans pour avoir un modèle le plus proche possible de la réalité. Et j'étais surpris un peu par la qualité du rendu. Finalement, ça nous donne une image, enfin un fichier qui est vraiment très très proche de la réalité, qui est très précis. Ensuite, j'ai d'autres modèles, je crois. Donc, après, vous l'importez dans SolidWorks et vous l'exploitez comme vous voulez.
On a un autre modèle, là, je ne l'ai pas ramené, donc c'est Vladimir Poutine en pieuvre. On reconnaît la calvitie, vous voyez, un petit calvitie. Là. Euh, je ne sais pas si vous allez, bon, j'aurais peut-être pas dû le dire, mais quand même, on le reconnaît dans le scan, donc c'est assez intéressant, parce que le modèle, il est assez petit. Et vous voyez, là, on le reconnaît quand même assez bien, et il est bien modélisé. Donc, on arrive à des qualités de détail quand même qui sont intéressantes. Je pense qu'en récupérant le 3D et en le réimprimant, je pense on aurait quasiment le même modèle qui a été acquis avec le scanner. Une autre option, c'est de faire du scan de pièces existantes pour récupérer des profils et éviter de tout redessiner. Donc ça, c'est aussi une option qui est très intéressante avec le scanner 3D. Euh, L'impression 3D, c'est très large. En fait, je vais juste vous montrer les formes, les industries, les domaines où on les utilise de plus en plus. Donc, je vais mettre quelques petites vidéos. Donc, on a l'alimentaire. Donc, c'est une petite machine que vous pouvez avoir à la maison, une petite imprimante, qui imprime du chocolat ou des pralines. Donc, vous pouvez personnaliser. Vous avez un petit logiciel. Vous dessinez ce que vous voulez. Et vous avez des petits cylindres. Vous voyez des petits cylindres. C'est exactement le même principe qu'avec le fil. En fait, ça va venir fondre et pousser le cylindre pour venir se déplacer et créer vos formes. Donc, dans l'alimentaire, c'est des choses qui se font de plus en plus parce que vous pouvez personnaliser. Vous avez beaucoup de wedding planners qui ont ce genre de machine pour personnaliser les mariages, les événements, etc. Et c'est pas si cher. C'est pas si cher. Vous pouvez l'avoir à la maison. Bon, après, il faut faire quelques footings, je pense, mais bon, ça, c'est un autre sujet. Mais ça c'est une option, vraiment, c'est des choses qui sont assez récentes et qui se développent beaucoup, parce qu'il y a beaucoup de demandes à ce niveau-là. Dans les salons du chocolat, des choses comme ça, vous allez commencer à avoir ce genre de choses. Et je trouve que c'est quand même intéressant. Alors, une autre industrie qui utilise beaucoup la 3D, vous avez dû le voir, ça c'est quelque chose qui a fait beaucoup de buzz. Donc, c'est les maisons imprimées en impression 3D. Donc là, le matériau qui est en train d'être imprimé, c'est un mélange de matériaux. Ce n'est pas du béton classique, parce que sinon c'est trop liquide. Là, la contrainte qu'on a dans ce genre de domaine, c'est que pour imprimer, il nous faut quelque chose d'assez malléable pour prendre la forme, d'assez, entre guillemets, de pas trop liquide, parce que sinon ça s'effondre sur lui-même. Et il faut rajouter un durcisseur, parce que vous voyez les couches qui sont en dessous, les couches blanches, en fait, vous devez laisser donc durcir avant de réentamer, sinon tout s'écroule sur les couches inférieures avec le poids. Donc ça, c'est des technos qui se développent beaucoup. Il y a même des quartiers entiers qui sont construits sur ce principe-là maintenant. Et vous voyez là, il y a une séparation entre le mur extérieur et l'intérieur. Là, c'est pour mettre l'isolant. Vous pouvez arrêter l'impression pour mettre un cadre de fenêtre ou faire un encadrement de porte, etc. Reprendre l'impression après, etc. C'est quelque chose qui se développe beaucoup. Il y a encore d'autres matériaux qui arrivent, mais c'est plus plastique. Là, ça ressemble beaucoup à du béton. Il y a des choses qui arrivent avec beaucoup de choses recyclées. Vous allez faire de la poudre avec des déchets, rajouter du liant et pouvoir imprimer et faire du recyclage. C'est un des enjeux d'ailleurs en ce moment parce que je trouve qu'on est un peu dans le pétrin au niveau de l'écologie, etc. Donc, c'est pas mal de penser à ce genre de choses. Il y a une autre thématique, donc c'est la joaillerie. Je vous laisse les explications. Donc, c'est ça le frittage laser. Donc, effectivement, la poudre,
c'est un peu problématique avec les nanoparticules, etc., et le post-traitement derrière. C'est des options qui existent. Je ne suis pas très fan, moi, pour l'instant, de la poudre tant que on n'a pas assez de recul, en tout cas, sur les effets, en tout cas, de ce genre de matériaux pour l'instant. Donc, le fil fondu, pour l'instant, ça va bien. On n'a pas besoin d'environnement. On ne doit pas travailler sous scaphandre. Donc, pour l'instant, on va rester sur le fil. Alors, je vais conclure. Ça a été assez rapide. Euh, cette nouvelle technologie là, de l'impression 3D, c'est vrai que ça offre pas mal enfin, de perspectives et c'est une évolution dans le métier. C'est une technologie qui est quand même assez complémentaire de ce qu'on est capable de faire jusqu'à présent. Donc, ça ne va pas remplacer, je pense, l'usinage classique et les moyens de fabrication qu'on connaît déjà, mais c'est quand même un bon complément. Là, j'ai mis, c'est un peu un symbole là, de l'impression de la Terre, enfin d'imprimer une Terre, parce que faudrait pas qu'on rajoute en tout cas des problèmes avec ce qu'on a déjà, avec le réchauffement climatique, avec les enjeux climatiques. Donc, moi, j'ose espérer que cette technologie va nous faire avancer et ne pas créer d'autres problématiques encore, parce que je pense qu'on en a déjà quand même pas mal. Ça offre pas mal de possibilités sur les manips, sur la fabrication des nouveaux instruments, etc. Il y a la mission Artemis sur la Lune où ils envoient carrément une impression métal pour pouvoir réparer et solutionner des choses sur place. Donc, c'est déjà un bon point. Ça nous fait évoluer notre métier parce qu'on doit changer un petit peu notre manière de concevoir et de créer nos manips. Donc, c'est une petite réadaptation à avoir, mais ça se fait au fil du temps. Après, je reviens quand même un peu sur les enjeux climatiques. Il y a des choses positives quand même sur la 3D parce qu'on peut beaucoup recycler. Là c'est des choses qu'on peut recycler. Là, le matériau que vous voyez qui est en train d'imprimer, le PLA, c'est biosourcé à 100%, donc c'est de l'amidon de maïs en, en grande partie. Donc, c'est des choses quand même qui vont, à mon sens, dans le bon sens. On a une nouvelle génération d'ingénieurs qui arrivent avec ces technologies-là qui ont cette conscience un petit peu écologique. Mais bon, pour avoir discuté avec certains, est-ce que c'est une vraie conscience écologique ou est-ce que c'est pour vendre plus d'objets ou de produits? Bon, ça, on ne sait pas trop, mais bon, c'est un peu des deux. Euh, il y a dans le BTP, par exemple, vous voyez, il y a des cas de figure où vous allez prendre des déchets, les mettre en poudre et refaire des nouveaux matériaux pour faire des maisons. Bon, il y a encore des problématiques parce qu'il y a des odeurs. Il y a juste ça qui est un peu à gérer pour l'instant. Et les ordures, ça a un petit peu des odeurs. Mais globalement, ça va dans le bon sens parce que dans le process, je pense que de plus en plus, dans l'industrie, on essaie de prendre en compte cette donnée-là, le CO2, la pollution, le traitement, le post-traitement. C'est des choses qu'on prend de plus en plus en compte, donc ça va quand même dans le bon sens. C'est fini. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Il y a les modèles, vous pouvez les voir sans problème. Merci pour ta présentation. Quand tu fais le fritage là, de la pièce en cuivre, que tu la montes à 1000 degrés, tu la mets dans quoi? Dans une poudre? Tu as parlé de poudre. Alors, Tu peux un peu plus oui, expliciter? ouais, en fait, le fabricant de la bobine, il te donne un cycle à respecter. C'est un cycle qu'ils ont validé eux-mêmes. Donc, tu dois prendre un creuset en céramique, en alumine. Tu l'immerges dans de la poudre de céramique. Et si tu es dans un four ouvert, il faut mettre une couche de carbone pour capturer l'oxygène. Et je ne vais pas te mentir, je me suis cassé les dents 20 fois avant de réussir un fritage. Parce que ça dépend de beaucoup de paramètres. Tu sais, tu as la distance entre les parois et ton modèle, tu as la forme de ton modèle.
as le fait s'il y a des trous dedans, s'il y a de l'oxygène emprisonné dedans, comment je fais pour virer l'oxygène? Enfin, c'est un peu problématique. Donc, ça, le déliantage et le frittage, avant d'arriver à ce genre de résultat, ça prend un peu de temps. Et là, justement, en ce moment, je suis en train de discuter avec Lee qui a un four sous vide. Et je pense que je peux réussir à régler ce problème d'oxygène. Parce que l'oxygène, en fait, c'est ça qui te pourrit un peu tes impressions. Et oui, peut-être c'est une question en relation avec ça, je ne sais pas. Donc là, quand tu disais que tu avais une poubelle pleine de ratés, en L'échec. fait, Oui. donc je me demandais qu'est-ce qui faisait rater. Parce qu'une fois que tu as programmé dans la machine l'usinage, est-ce qu'il y a quelque chose qui peut rater? Ou c'est le frittage qui fait rater? Ou qu'est-ce qui... En fait, j'ai eu des ratés à toutes les étapes. Mais c'est un peu, entre guillemets, sur des matériaux techniques, c'est normal. En fait, les premiers problèmes que j'ai eus, c'était avec la première imprimante. Donc ça, c'est l'imprimante là, c'est la dernière qu'on a achetée. La première qu'on avait achetée, la tête d'impression n'était pas très adaptée pour ces matériaux-là parce qu'elle se bouchait. Et donc, avant que je comprenne que c'était la tête qui n'était pas bonne, j'ai essayé, je suis un peu téméraire, j'ai continué, continué, continué. J'ai gâché un petit peu de bobine, mais au final, ça, c'était le premier problème. Ensuite, le déliantage. On est arrivé un matin, ça sentait le plastique brûlé dans tout le bâtiment. Enfin, tu vois, fallait trouver les bonnes températures. Les rampes qui te donnent de monter en température, il faut les modifier un petit peu selon la forme de ta pièce. Plus elle est petite, plus il faut baisser un petit peu les temps et les températures. Donc, c'est vraiment, en gros, chaque pièce a son processus. Et donc, il faut que tu arrives à évaluer, oui, est-ce que je dois monter vraiment à 1050? En fait, là, la réussite sur la structure qu'on a fait avec Stéphane, j'ai mis 100 degrés de moins. Mais si je n'ai pas le réflexe de baisser la température, bah, je pense que je n'aurais jamais réussi. Tu vois? Donc, il te donne des choses qui sont censées marcher, mais il te donne pour un volume, par exemple, c'est un carré de 50 par 50 par 50. Mais si c'est 40 par 40 par 40, tu es obligé de changer beaucoup de paramètres. Oui, merci pour cet exposé. En fait, je voulais revenir sur les aspects environnementaux, parce que Ouais. ça a l'air de tenir à cœur. Ouais, un peu, ouais. Si on compare à l'usinage, j'ai l'impression qu'on économise beaucoup de matière, non? Parce Ah que oui, quand ah oui. on usinait, on gaspillait énormément de matière, j'ai l'impression. Ouais. Ça, c'était une chose. Et la deuxième chose, c'est par contre, pour tout ce qui est fritage, etc., j'ai l'impression que c'est très énergivore, Ah oui, là, développé oui. à très haute température. Ouais. Donc ça, par contre, ça paraît pas très bon. En fait, tu as raison de le souligner parce que quand je vois les paliers, justement, pour faire le fritage, tu vois, tu montes à 55 degrés jusqu'à 480 degrés. Donc, je te laisse faire le calcul pour, tu vois, ça fait déjà un sacré paquet d'heures. Tu dois rester à la température. Ouais, ça consomme énormément. Ça, c'est clair. Tu vois. Mais l'usinage, je pense que c'est quand même pire. C'est toute une industrie derrière qui pollue, mais c'est énorme. Donc là, on a des choses qui sont biosourcées, on commence à penser recyclage. Tu vois, tu as même l'option, là, tu vois, je parlais des loupés sur le plastique. Je peux refondre mon plastique pour refaire des bobines derrière à réutiliser, tu vois, par exemple, ce genre de choses. Mais sur ces choses-là, environnementales, on essaye de faire au mieux, mais on sait très bien que c'est pas. Il y a toujours un moment dans le process où tu vas commencer à gaspiller de l'énergie ou faire des choses qui sont à l'opposé. Mais des fois, c'est le résultat qui prime, c'est un peu le problème, tu vois. Donc, arriver à ce résultat-là, ça demande un certain nombre d'heures. Et effectivement, si on regarde la facture d'électricité, je pense pas que je sois très écolo sur ce coup-là. Ça, clairement. C'est assez vrai. Oui, Ismaël, d'abord, merci pour cette présentation. Elle a été vraiment très vulgarisée, J'ai essayé, ouais, j'ai essayé. animée, c'était très bien. Pour rebondir un peu sur la question de Catherine, en termes de coût en temps Mm. et de coût de matériaux également, parce que j'imagine que les recharges de matériaux, enfin, ces matériaux sont quand même extrêmement complexes à la base, Ouais. parce que c'est un mélange polymère, etc. Donc, il y a toute une recherche probablement pour différents types
d'utilisation, il y a plein de fils de propriétés différentes. Donc, est-ce que tu peux comparer justement avec l'usinage traditionnel, nous dire un peu plus Les coûts. sur les coûts, oui. Ouais. Et même en temps, tu nous as fait la comparaison, mais j'ai l'impression qu'effectivement, si tu multiplies le nombre de pièces, l'impression 3D, c'est mort, quoi. Ouais. Ben, en fait, justement, là, je rebondis juste sur ce dernier détail et je te répondrai sur les coûts. Tu vois, par exemple, l'impression 3D, sur celle-là, justement, sur le visage, entre guillemets, si on prend une pièce fonctionnelle qui a vraiment une utilité, imaginons, là, mon plateau, il fait 200 par 300 mm, on va dire. Tu peux remplir tout ton plateau, il y a 2 têtes d'extrusion, et en fait, le job, il te prend le même temps que pour une seule pièce, parce que tu as t'as deux têtes d'impression. Donc, tu vois, là, il y en a une seule qui est en train de travailler, mais il y en a une autre en parallèle, elle peut faire des effets miroirs. Donc là, sur ça, en fait, par rapport à l'usinage, on sera vraiment beaucoup plus rapide, quoi qu'il en soit. Mais le problème, c'est que, bon, ça reste du plastique. L'usinage, si on prend les coûts des matériaux, on est largement plus cher de toute façon que le plastique. Là, tu vois, le matériau qu'on est en train de faire, le PLA, là, cette bobine-là, c'est 20 € le kilo. Tu vois. Et les pièces que vous voyez là, je pense que celle-là, elle doit être à 180 grammes. Enfin, tu vois, ce n'est pas des gros coûts. En termes de coûts, en tout cas, on n'est pas dans l'usinage. Et les moyens de mise en œuvre en impression 3D sont beaucoup moins chers que l'usinage. Parce que l'usinage, tu comptes la fraise, tu comptes la machine, tu comptes, etc. Enfin, c'est énorme. Sachant que je peux laisser une impression moi, enfin, se dérouler comme c'est le cas là et faire autre chose. Alors qu'en usinage, c'est un peu plus délicat déjà. Il y a plein de petits paramètres comme ça qui font que si on compte au taux horaire, entre guillemets, je pense que c'est imbattable l'impression 3D. La tolérance que tu obtiens, la conformité du résultat au modèle. Alors, ce qu'il faut savoir, par exemple, c'est que sur la structure en cuivre, donc, que je vous ai montré avec tout le processus complet, donc là, c'est cette pièce-là, vous avez un rétrain. Donc, par exemple, là, c'est un carré de 30 par 30 mm. Dans le logiciel, il faut que je rajoute 7%. Parce que les 7%, ça correspond à exactement le plastique qui va être évaporé. Et ces 7%-là, en réalité, ça marche bien. Mais le problème, c'est que selon la forme de ta pièce, tu vas avoir des résultats qui peuvent être complètement différents. C'est un peu ça le problème. Donc, il faut avoir assez de recul pour évaluer si tes 7%, c'est bon, s'il faut mettre 10%, s'il faut mettre 5%. Si tu mets beaucoup plus gros et après tu vas réusiner, là, c'est une stratégie à avoir et ça, c'est au coup par coup. En fait, ça dépend vraiment de ta pièce. Un petit peu de déformation, mais ça dépend. Pareil, si c'est une pièce massive, tu auras moins de déformation. Tu vois, là, les poutres qu'on a là, c'est 3 mm. On a décidé avec Stéphane d'essayer avec très fin pour voir ce que ça va donner. 3 mm, c'est quand même assez fin. Donc 3 mm, quand tu montes à 1052 degrés ou 950 degrés, ça a été le cas, là, c'était 950 degrés, enfin, forcément, ça bouge un petit peu. Mais ce n'est pas énorme. C'est pas énorme. D'autres questions? Oui. Ah bah. Alors j'ai une petite question. On a vu sur les différentes possibilités pour faire de l'impression 3D. Donc il y avait par exemple les bâtiments ou de la nourriture. Ouais. Il y a un autre sujet aussi des fois dont on peut entendre parler. C'est les impressions d'organes, par exemple. Est-ce que il y a des avancées sérieuses? Est-ce que c'est Ouais, des trucs qui peuvent vraiment se faire? Enfin, alors, j'ai suivi un petit webinaire, parce que j'en suis beaucoup. Je suis un peu un geek dans ce niveau-là, j'aime bien savoir tout ce qui se passe. Ils ont fait de la bioimpression, mais c'est au début. Honnêtement, ça ne va pas être transplanté demain dans le corps humain, clairement. Ce qu'ils ont fait, en fait, c'est dans une base aqueuse, et avec un laser, ils viennent fondre à l'intérieur de cette base-là en fait, c'est un petit peu des trucs organiques, tu vois. Mais c'est du tissu un petit peu humain,
mais ce n'est pas viable encore pour l'instant. Mais c'est en plein, il y a plein d'industriels qui s'y intéressent et qui mettent beaucoup de moyens pour essayer d'imprimer des oreilles, un morceau de nez, etc. Mais il faut attendre un peu, je pense. Très bien. Tu nous parlais en préambule aussi, tu ne l'as pas évoqué là, parce que tu ne peux pas tout évoquer non plus, l'impression 3D de verre inorganique Ouais, aussi. ouais. Donc, on pourrait imaginer des miroirs. Ouais. C'est même plus du super poli. Les miroirs, Mm. ça s'usine aussi, ça se polie. Et là, du Ouais. coup, en impression 3D, on peut imaginer zéro Ouais. défaut dans la forme et zéro défaut dans la rugosité. Ça, c'est après, le problème dans ces choses-là, c'est la pollution, la poussière, par exemple. Et en fait, faudrait ce procédé-là sous vide. C'est en développement. Moi, j'ai vu des choses à ce niveau-là qui sont en développement. Euh, J'en parlais juste avant. En fait, il y a des choses qui sont faites à l'échelle atomique. J'ai vu un truc là dernièrement sur un cheveu. Ils arrivaient à imprimer en verre 3 Vénus de Milo sur un cheveu, tu vois. Mais c'est à l'échelle. Faut voir ça avec un microscope. C'est des trucs. C'est des choses qu'ils essaient de développer, qui sont en développement, mais c'est des thématiques un peu qui sont pas dans notre domaine, quoi. Tu vois, c'est des choses. Voilà. Mais il y a des choses qui existent, qui sont en train de se développer. Je pense qu'on va arriver bientôt à imprimer tous les matériaux disponibles possibles, imaginons.